France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour en Roumanie ce soir. Bine v-am găsit, într-adevăr, peste 2 milioane de români au votat Partidul Social Ce qu'on entend Democrat. ici, c'est l'annonce des résultats définitifs des élections législatives de ce week-end sur la chaîne de télévision roumaine Antena 1. Bonsoir Catherine Durandin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à l'INALCO, vous êtes spécialiste de la Roumanie et de sa région. Votre dernier ouvrage s'appelle Moldavie, le défi. Un pari, c'est publié aux éditions Petra. Je voudrais qu'on redonne un peu du contexte aux gens qui nous écoutent et qu'on leur redonne un calendrier, surtout pour bien comprendre. Il y a eu le premier tour des présidentielles, c'était le 24 novembre. Il y a les élections législatives, on a entendu le résultat là. Le premier tour, c'était dimanche, premier et unique tour, puisque ce sont des élections proportionnelles. Et puis deuxième tour des présidentielles après, donc ce sera le 8. Déjà, ça, Catherine Durandin, est-ce que ça, de toute façon, déjà, c'est assez inédit et même assez curieux, ce calendrier, ou pas ? Bon, c'est pas vraiment curieux. Effectivement, cette fois-ci, les élections législatives et les élections présidentielles ont été dans un calendrier serré, c'est-à-dire exactement à la même époque, entre le 25 novembre, premier tour présidentiel, 8 décembre, deuxième tour, et on sort des législatives, avec des points d'interrogation multiples, des points d'interrogation sur ce qui s'est produit, l'arrivée pour le deuxième tour au présidentiel d'un homme inconnu, Călin Georgescu, 62 ans, expert en questions environnementales, qui avait des sondages de popularité absolument mineurs, de 2% à 8%, et qui perce comme un chevalier sauveur de la Roumanie, tel qu'il se présente lors du premier tour des présidentielles. Avec alors un premier tour qui a été avalisé, mais qui reste aujourd'hui encore entaché, sinon de soupçons, en tout cas de multiples questions sur le rôle des réseaux sociaux, de TikTok, des influenceurs, l'ingérence qu'il peut y avoir. Est-ce que il y a vraiment un problème, Catherine Durandin, ou alors simplement c'est une vraie surprise et une extrême droite au fond qu'on n'a pas voulu voir arriver, pas voulu regarder en face, et qui surgit aux yeux de la Roumanie aujourd'hui? Alors vous évoquez les réseaux sociaux et les influenceurs. Oui, TikTok a joué un rôle majeur en touchant des millions d'électeurs. Et je dirais, si TikTok a été entendu et lu, c'est qu'il répondait à des demandes non formulées, mais qui ont trouvé leur formulation dans la volonté de dégagisme des anciens partis politiques depuis les années 1990. Les partis qui ont géré la Roumanie, l'entrée dans l'UE en 2007, l'entrée dans l'OTAN, et ça a été extrêmement important, et c'est encore aujourd'hui très important, et à mon avis c'est un des nœuds du problème, l'entrée dans l'OTAN en 2004. Mais est-ce que on n'a pas voulu voir, est-ce qu'on s'était mis la tête dans le sable en fait sur l'extrême droite, sur ce dégagisme-là? On essaiera de qualifier un peu ce qu'il est, Călin Georgescu, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir en Roumanie? Écoutez, je crois qu'en Roumanie, on a vu surtout, et on a cru surtout, au fait que c'était un élève modèle de l'OTAN. C'est un pilier otanien. La France est nation cadre, a une mission aigle importante, a une base militaire qui se développe en Transylvanie, à Chincu, a une base sur les bords de la mer Noire. Les Américains sont extraordinairement présents avec un bouclier antimissile. Et on se disait, la Roumanie, ça va, c'est un pays pro-américain, c'est un pays pro-OTAN, et ils sont essentiels à l'heure actuelle dans le développement ou ceux qui traînent dans la guerre russo-ukrainienne. Et je crois que cette présence d'un énorme parapluie OTAN a complètement occulté le fait que ce parapluie n'est peut-être plus vu vraiment comme un parapluie, mais comme un risque. Parce qu'à force d'en faire trop sur les bords de la mer Noire, on irrite la Russie. Et ce que veulent ces gens, comme ce qu'ils ont voulu en Moldavie, et ce qu'a chanté le premier tour, la sortie du premier tour, le candidat Călin Georgescu, c'est la paix, la paix, la paix, les gens veulent la paix. Et qui est l'homme de paix? Et qui est l'homme raisonnable? Ben voyons, c'est Poutine. On dit même d'ailleurs que c'est près de la frontière, que la frontière avec l'Ukraine, que le vote a été le plus important. Et typiquement à cause de cette guerre, parce que quand les drones se perdent, ils viennent y compris tomber de l'autre côté de la frontière.
C'est aussi ça la réalité roumaine et la réalité de la guerre aux premières loges. Je crois que la réalité de la guerre aussi, c'est ce qu'ont vécu les Moldaves et que vivent les Roumains qui sont très proches, c'est la fuite du pays d'Ukraine, les émigrés. C'est alors pour la Roumanie, c'est très compliqué parce que ils ont été, étant UE, OTAN, favorables évidemment à la cause ukrainienne. Ils le sont de moins en moins, de même que les Moldaves le sont de moins en moins. Et ils ont le sentiment que c'est une guerre à risque pour eux. Et je le répète, je crois que c'est essentiel et qu'on ne le mesure pas. Que l'OTAN, oui, c'est une protection, mais c'est un risque. Est-ce que, si on veut comparer, c'est toujours un peu compliqué, mais si on veut comparer aux voisins, Călin Georgescu, est-ce qu'il est plus proche de son voisin hongrois ? Est-ce que c'est à ça que ça ressemble, en fait, le discours qu'il tient, qu'il va tenir, si jamais il passait au deuxième tour? En tout cas, ce qui existe dans cette extrême droite-là, est-ce qu'on est plus proche de l'autre voisine différente qu'est la Serbie? On est proche de quoi? Écoutez, je crois qu'on est proche de l'histoire de l'extrême droite en Roumanie. Qu'on a oublié parce qu'ils ont été tellement essentiellement et UE et OTAN, qu'on a oublié les années 90, à la chute du communisme, l'extrême droite, face aux socialistes, aux gorbatcheviens devenus socialistes, a pris une place extrêmement importante. Et on a oublié qu'en 2000, le président du parti d'extrême droite, qui s'appelait la Grande Roumanie, Vadim Tudor, s'est retrouvé candidat face à face avec Ion Iliescu. Et il y a eu à ce moment-là un mouvement extraordinaire qui a fait que les libéraux, les jeunes intellectuels droits de l'homme, etc., anticommunistes, ont voté pour Iliescu contre Vadim Tudor. Donc il y a une histoire de droite extrémiste en Roumanie, et elle réapparaît aujourd'hui dans les propos de Călin Georgescu, qui veut, et il n'est pas le seul, l'autre parti important de l'extrême droite, c'est le parti AOR de l'Union des Roumains, qui est présidé par quelqu'un qui est fantastiquement extrémiste. Ils veulent la réhabilitation du maréchal Antonescu, tenez-vous bien, qui était le chef d'État roumain pendant la Seconde Guerre mondiale, allié de l'Allemagne nazie. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment vous nous montrez, je vous posais la question tout à l'heure, au début je vous demandais si on s'était mis la tête dans le sable, mais plus je vous écoute, plus j'ai l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se passer. On s'était mis la tête dans le sable sur ce qu'est réellement la Roumanie, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle pense, sur sa géographie et sur tout ça. Je crois qu'effectivement, on a beaucoup oublié parce que l'énormité de l'OTAN fait que c'est comme une assurance vie. On est derrière, on y est bien. Et d'autant plus qu'en France, on est très présent en Roumanie avec la mission Aigle et avec cette présence militaire française en Roumanie. Alors on est très fiers, on a des canons César en Roumanie, on a des missiles air-sol. Oui, mais les gens veulent pas de la guerre. Donc on est à contre-courant. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc il y a cette surprise du premier tour de l'élection présidentielle, et puis il y a eu l'élection législative de dimanche, qui a effectivement vu rester en tête le Parti social-démocrate avec 22%, mais si on additionne l'extrême droite, on se retrouve avec 32%, donc on se retrouve extrêmement haut. Ça veut dire que c'est pas seulement une surprise du premier tour des présidentielles, il y a une sorte de lame de fond qui est sortie. S'il n'y avait pas eu le premier tour, c'est pour ça que je vous parlais de calendrier au début, s'il n'y avait pas eu ce premier tour présidentiel, est-ce qu'on aurait eu ce résultat législatif, ou est-ce que ça a donné des ailes aux gens? C'est une bonne question, je crois, mais je pense que le mouvement a été donné. Ce qui est très frappant dans cette élection, que ce soit la présidentielle ou les législatives, même si le Parti socialiste est en tête avec quelques pourcentages de voix favorables, c'est le vote des jeunes. Le vote d'extrême droite est un vote jeune. Et viennent de sortir deux nouveaux partis qui ont réussi en quelques années, en 2 ans, même pas, à faire presque 8% des voix et qui font s'additionner à l'extrême droite du parti de l'Union des Roumains. Il y a un parti qui vient de naître et qui éclaire ce mouvement de fond, de jeunes, c'est le parti des hommes jeunes, le parti des jeunes, qui s'appelle le parti des jeunes, carrément, qui n'a pas de programme, mais qui a des lignes et des tendances. La tendance, c'est souveraineté. C'est très clairement se débarrasser des 30 dernières années qui ont ruiné la Roumanie. C'est-à-dire contre l'UE, évidemment contre l'OTAN, retrouver les valeurs traditionnelles, contre l'homosexualité, contre les vaccins,
Et ça me paraît d'un conservatisme effrayant quand on pense que c'est un parti tout neuf et un parti des jeunes. Est-ce que ça veut dire que si d'aventure il prenait le pouvoir, que ce soit maintenant ou finalement un peu plus tard, ou même si au deuxième tour des élections, est-ce que ça veut dire qu'il y a une envie de sortir de l'Union, Catherine Durandin, ou pas ? Alors là, je serais très mitigée, parce que je crois qu'il y a effectivement une espèce de posture anti-UE, mais je pense que si vraiment la question se posait, je serais très surprise qu'ils aillent jusqu'au bout d'un retrait de l'UE. Exactement comme les Hongrois voisins pour le coup là-dessus. Absolument. Et je crois qu'il faut mesurer aussi ce qu'ils reprochent à l'UE, c'est le mépris. Paradoxalement, ils ne veulent plus de l'UE, mais ils en veulent plus. C'est-à-dire qu'ils voulaient entrer dans Schengen et que les délais qu'on leur a imposés ont été mal vécus. En dernier point, je dirais que la diaspora roumaine en France a voté extrême droite, ce qui est très surprenant. La diaspora moldave vote démocrate. Pourquoi ? Parce qu'ils sont méprisés, on les mélange avec les Roms. Je crois que la question du mépris et du déclassement est quelque chose à regarder de près. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas ce qui va se passer dimanche prochain, effectivement. Alors, est-ce que Călin Georgescu va devenir président ? On n'en sait rien. Mais est-ce que ça veut dire que quelque chose est parti, a commencé aujourd'hui en Roumanie, au fond, quel que soit le résultat de dimanche prochain ? Quelque chose a commencé, j'ai bien peur que ça soit le chaos. Parce que comment construire un gouvernement avec les socialistes et l'extrême droite, c'est complètement antinomique. Et je pense aussi le chaos dans les mentalités. Comment brailler qu'on soutient Poutine, qu'enfin c'est un homme fort, c'est la virilité, et en même temps être fanatique de Trump. Il me semble qu'il y a des contradictions et une très grande confusion dans l'air du temps. Mais alors du coup, à quoi ça va ressembler ce Parlement ? À quoi ça peut ressembler effectivement ce Parlement au moment où on se parle ? Le Parlement sera ingérable, le gouvernement sera très difficile à former, et le président, si c'est Călin Georgescu, va nous emmener vers Poutine, vers Trump, on ne sait pas très bien où. Le tout, c'est qu'ils veulent la paix. Est-ce que, ce sera la dernière question, on voit bien, j'allais dire les voisins pas très loin de Géorgie qui sont en train de manifester pour essayer d'aller à l'inverse, on les voit bien, les courants qui peuvent être contraires. Est-ce que la Roumanie, à votre avis, est partie dans cette direction ou est-ce qu'on peut voir les week-ends des pro-européens manifester pour essayer d'inverser ce courant ou dites-vous que c'est fini ? J'ai très peur que ça soit la fin des manifestations pro-européennes puisque les jeunes ont voté extrême droite anti-Europe. Et par ailleurs, j'ai été très surprise, au lendemain du premier tour, devant l'éruption de Călin Georgescu. J'ai cherché des manifestations, j'en ai trouvé le lendemain de l'élection, très peu, très faibles, à Bucarest, à Timișoara, peut-être en mémoire de Timișoara, Révolution de 89. Mais après des petites manifs, il n'y a pas véritablement un courant lourd pro-européen, tout en sachant qu'ils tiennent quand même à leur confort européen. C'est très contradictoire. Et c'est à suivre donc avec grand plaisir. Catherine Durandin, merci beaucoup. Vous êtes professeure émérite à l'INALCO et je cite votre dernier ouvrage qui s'appelle Moldavie, le pari, un défi aux éditions Petra. Ça a été publié en septembre dernier. Merci mille fois. Merci à vous. La suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde. Ça se passe au Monténégro où l'on cherche à protéger les eaux sauvages encore nombreuses et c'est une particularité des Balkans. Pour aller jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufresne sous les radars. En Suisse, où les conditions d'accès à l'asile sont durcies pour les Ukrainiens. Franck Maddevon, Le Monde à 18h50. Salut Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, un casse-tête pour les Occidentaux. Et Hélène Chevalier, Hélène au pays des 50 États. Bonsoir Hélène. Bonsoir Fabienne. Cette semaine, direction l'atelier d'un artiste, Duilio. Ce démocrate a trouvé une parade pour atténuer le choc de la défaite. Et ça a quelque chose à voir avec Radio France. Et je crois qu'on va le mettre sous verre d'ailleurs. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Le 18-20 continue son chemin sur la planète. Voici Nick Cave and the Backseeds, Long Dark Night. C'est dans la playlist de France Inter. Le concert de Nick Cave à l'Accor Arena, il a été capté. Il est disponible sur l'appli Radio France. C'est vous qui me l'avez dit, Kevin. Absolument. Parce que vous y étiez. Allez aussi écouter la formidable interview de Nick Cave par Mishka Sayas. Ça aussi, c'est sur l'appli. I was long inside a dream I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night.
a week, maybe a year. Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night is coming down. Through the door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man with long trailing hair, who perched in the iron rail of my bed. Oh Lord, comb in his long white hair, seeing my name. How could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Maybe a long, long night rolling round my eyes. Oh Lord. Man who took me to be from elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me with his long trailing hair. Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Bienvenue au Monténégro pour le reportage d'un jour dans le monde ce soir. Bienvenue au bord des rivières des Balkans qui sont considérées comme les dernières rivières sauvages du continent, des rivières auxquelles on a laissé libre cours, des eaux sauvages dans lesquelles le plus souvent on se baigne. Les Balkans sont les seuls à avoir autant d'eau sauvage, mais il faut se battre contre une invasion de centrales hydroélectriques. En plus de 10 ans de campagne pour préserver ces cours d'eau, le mouvement Sauver le cœur bleu de l'Europe a réussi à stopper, tenez-vous bien, des centaines de ces projets. Mais tous les dangers sont très loin d'être levés. Nous sommes dans la capitale du Monténégro et le reste c'est Louis Seyé qui raconte. Le soleil d'automne commence à décliner sur Podgorica, mais il est encore assez chaud pour se jeter dans les eaux transparentes de la Morača, l'une des principales rivières de ce pays de 600 000 habitants. L'organisatrice Andrijana Mićanović a choisi de lancer le sommet des rivières des Balkans sur ces plages de galets. En plein centre d'une capitale, c'est vraiment quelque chose d'unique de pouvoir se baigner sans aucun problème dans une rivière. C'est pour ça que nous avons décidé d'ouvrir symboliquement notre sommet au bord de la Morača. Les rivières des Balkans sont un point chaud de la biodiversité. Mais ces rivières sont attaquées. De la Slovénie à la Grèce, les défenseurs de la nature ont recensé plus de 3000 projets de centrales hydroélectriques. Au Monténégro, ONG, riverains, scientifiques, mais aussi avocats et artistes décrivent des constructions de béton qui bouleversent les écosystèmes et ne répondent plus aux enjeux liés au changement climatique et son cortège de sécheresse et d'inondations. Notre mobilisation, ce n'est pas seulement une histoire de biodiversité. C'est la collecte de données, d'arguments scientifiques et économiques qui démontrent que les centrales hydroélectriques ne répondent pas à nos besoins et ne sont plus nécessaires. Notre production d'énergie doit être diversifiée. Partout dans les Balkans, la menace principale qui pèse sur nos rivières sont ces projets de centrales hydroélectriques. En Europe, seuls 20% des rivières sont en bon état écologique, mais ce chiffre s'inverse dans les Balkans où 80% d'entre elles sont encore relativement naturelles. Mais ces eaux sauvages attirent aussi les investisseurs. Et dans une région gangrénée par la corruption, les centrales ne sont pas toujours construites pour répondre aux réels besoins en électricité. Avec la fondation MAVA, Paul Gros a accompagné la campagne Sauver le cœur bleu de l'Europe. D'une certaine façon, il y a une réalisation tout à fait justifiée en disant on a peut-être besoin d'eau, on a peut-être besoin d'énergie, de certains barrages, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi, dans le cas des Balkans, une opportunité économique de développer des barrages
de façon à avoir des bénéfices financiers, soit dans le développement du barrage, soit dans la mise en opération du barrage, soit dans la construction du barrage. Donc des investissements, on va dire, un peu douteux. Wild rivers form spectacular landscapes. En 10 ans, le mouvement pour les rivières a remporté des victoires. Des centaines de projets ont été arrêtés, des gouvernements ont dû modifier leur législation et les institutions financières ont réduit leur soutien à l'hydroélectricité. Mais dans le même temps, des centaines de rivières sont passées dans les tuyaux des centrales. Et les nouveaux défis sont nombreux. Ulrich Eichelmann dirige l'ONG Riverwatch. Les gros investisseurs arrivent. Les Chinois en Bosnie, les Américains en Albanie. L'argent arrive pour construire des barrages à grande échelle. Nous sommes également confrontés à une autre menace dont nous n'avions pas conscience il y a 10 ans. C'est le tourisme de masse. Jusqu'à présent, nous disions qu'il fallait sauver les Balkans, sauver le cœur bleu de l'Europe. Et nous disions aux populations locales, vous pouvez gagner votre vie avec les rivières si vous vous tournez vers l'écotourisme. Mais ce soi-disant écotourisme peut très facilement tuer ces rivières. Du Monténégro à la Grèce, le tourisme explose dans les Balkans. À l'heure des influenceurs, les sites les plus fragiles sont de plus en plus fréquentés et les décideurs politiques perçoivent avant tout les revenus potentiels de ce tourisme vert. Le spécialiste en gestion des espaces protégés, Andrej Sovinc. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a pas besoin de beaucoup de promotion. Tout le monde sait quels sont les plus beaux endroits. Et comme ces sites ne sont pas bien gérés par les autorités, les touristes viennent, et ils viennent en trop grand nombre. Des infrastructures touristiques sont construites autour de ces sites sans contrôle approprié, et tout cela peut causer de gros problèmes pour les rivières. Symbole de ces contradictions, le gouvernement albanais fait construire un aéroport international dans le delta de la Vjosa, une aire protégée et un fleuve qu'il avait pourtant accepté de sanctuariser en tant que premier parc national de la rivière sauvage en Europe. Louis Seyé pour le reportage. Merci beaucoup Louis. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Heute hat 2 Vorstöße gutgeheißen. Et c'est d'abord en Suisse que nous sommes, Kevin, où les Ukrainiens ne sont plus les bienvenus pour tout le monde. Oui, hier soir, le Conseil national, l'équivalent de l'Assemblée, a voté le durcissement des conditions d'accès à ce que l'on appelle en Suisse le statut S, un régime d'asile spécial pour les personnes déclarées comme à protéger et dont les Ukrainiens peuvent bénéficier depuis le début de l'invasion russe. Il permet une arrivée facilitée en Suisse sans passer par la procédure d'asile classique. C'est peu ou prou ce qu'a mis en place l'Union européenne, toujours là pour les Ukrainiens, sauf que les députés sous l'impulsion de l'UDC, la droite radicale en Suisse, ont voté un texte qui réserve l'octroi de ce statut seulement aux Ukrainiens qui viennent de régions occupées par la Russie ou qui sont touchés par les combats. Il n'y a plus de combats dans de grandes parties du pays, estime Pascal Schmitt, le député à l'origine du texte. Il n'y a pas de zone sûre en Ukraine, a répondu le ministre de la Justice, le gouvernement suisse étant opposé à ce projet qui ne concernera que les nouvelles demandes. 66 000 Ukrainiens sont actuellement réfugiés en Suisse. Nous voici au Vietnam avec une peine confirmée. Oui, Truong My Lan est bien condamné à mort. La cour d'appel d'Ho Chi Minh Ville n'a pas accepté de réduire la peine de cette ancienne dirigeante d'un groupe immobilier aujourd'hui. On en avait parlé ici, elle a été reconnue coupable d'escroquerie en avril dernier. On parle de 27 milliards de dollars, le tout grâce à un montage financier lui permettant de détourner à son profit l'épargne de plus de 40 000 clients de la Saigon Commercial Bank qui appartenait à son groupe immobilier. Résultat, ces milliers de personnes ont perdu toutes leurs économies, un scandale tel qu'il avait provoqué des manifestations exceptionnellement tolérées par le pouvoir à l'époque. Truong My Lan a promis de rembourser en vendant ses actifs et en liquidant ses sociétés, espérant ainsi échapper à la peine capitale. Refus des procureurs qui estiment que les conséquences de son crime sont, je cite, énormes et sans précédent. Ah, mais j'adore Harry Potter en japonais, parce que nous sommes au Japon où Harry Potter est trop dangereux selon les autorités. Oui, ou plutôt son épée, l'épée de Gryffondor que l'on découvre dans le 2e épisode de la saga du jeune sorcier et qui est très importante dans l'histoire. Je n'en dis pas plus, pas de divulgachage dans cette chronique comme on dirait au Québec. J'en reviens à l'histoire du jour. Depuis 1 an à Tokyo, il existe une grande exposition sur l'univers d'Harry Potter, à la sortie de laquelle évidemment il y a des produits dérivés à vendre. Parmi eux, la 10TP taille réelle
réelle, 86 cm en acier inoxydable, montée sur une plaque de bois parce qu'elle est destinée à être accrochée. Un peu plus de $200 américains pour le prix, sauf qu'il y a quelques semaines, la police japonaise a estimé que la possession de cet objet sans permis de port d'armes était illégale. La pointe de la lame est trop tranchante pour la laisser se promener comme ça dans la nature. La loi est très stricte au Japon en matière d'armes à feu comme d'armes blanches. Warner Bros, qui gère l'exposition, est donc obligé de rappeler les 350 répliques vendues, promettant un remboursement. Évidemment, c'est moins dangereux de se promener avec une baguette magique. Bravo, et un chapeau pointu également. Kevin, merci beaucoup. Vous partez avec un grand classique des années 90, les Fugees, Killing Me Softly with This Song. Il paraît, c'est ce que nous raconte Thomas qui réalise cette émission et qui aime bien les petites histoires de ce genre. Il paraît que les Fugees voulaient changer les paroles pour quelque chose de lutte anti-grog, anti-pauvreté. Et finalement non. Allez, en tout cas, carton plein qu'on retrouve avec plaisir grâce à Chewbacca qui programme la musique de cette émission. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, this is why Clef Refugee cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time. Hey yo L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Killing Me Softly with This Song, ce sont les Fugees sur France Inter et dans Un jour dans le monde. How dare you? World of Change. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et Franck, comme je n'ai pas votre feuille sous les yeux, je ne sais pas de quoi vous allez nous parler, mais on va le découvrir avec beaucoup de plaisir. Alors, on va parler de l'Ukraine qui veut pousser les membres de l'Alliance à accepter une adhésion à l'OTAN, alors que des négociations de paix se profilent. Mais ces négociations de paix, Fabienne, tout le monde aujourd'hui s'y prépare. C'est le changement majeur, en fait, des dernières semaines dans les chancelleries. Il y a encore quelques mois, les diplomates évoquaient en coulisses les inévitables tractations qu'il faudrait à un moment mettre sur pied pour terminer la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, presque tous les dirigeants en parlent ouvertement. Dernier en date, le Britannique Keir Starmer, à la tête d'un pays qui se veut l'un des premiers soutiens de Kiev. Il admet désormais lui aussi qu'il faudra un accord pour terminer le conflit. À ce stade, chaque camp trace ses lignes rouges et en ce moment, l'Ukraine martèle une exigence. Notre pays doit rejoindre l'OTAN. Nous y voilà. C'est nécessaire à notre survie, estime le président Zelensky. Kiev a envoyé une lettre en ce sens aux 32 membres de l'Alliance. Et comme vous n'avez pas de relance, j'enchaîne absolument. L'OTAN donc ne va pas s'engager à ce stade. Pour le moment, le discours officiel consiste à dire que le processus d'adhésion de l'Ukraine est irréversible. Un adjectif employé aujourd'hui encore par le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'ex-premier ministre des Pays-Bas. Mais plusieurs pays ne veulent pas accélérer ce processus quand ils ne sont pas franchement réticents. L'Allemagne ou la Hongrie, par exemple, au sein de l'UE, et surtout les États-Unis. Joe Biden ne l'autorisera pas par crainte que ce soit perçu comme une déclaration de guerre à la Russie.
De son côté, Donald Trump ne s'est pas clairement prononcé sur le sujet, mais il a peu de considération, on le sait, pour l'OTAN et pourrait utiliser l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance comme monnaie d'échange dans des pourparlers de paix avec la Russie. Le général Kellogg, chargé par Trump du dossier ukrainien, l'a déjà dit clairement. Les alliés de Kiev explorent donc d'autres pistes, offrir par exemple des garanties de sécurité de certains pays pour rassurer Kiev. La France et le Royaume-Uni notamment sont prêts à s'engager et pourraient même envoyer des troupes au sol, au moins des formateurs, on en parlait ici même la semaine dernière. L'OTAN veut convaincre ses pays membres, en particulier les États-Unis du futur président Trump, que l'Ukraine doit entamer d'éventuelles négociations en position de force. Un accord qui lui serait défavorable poserait des problèmes de sécurité au monde entier. Ce serait une victoire pour la Russie, bien sûr, mais aussi pour ses alliés, notamment la Chine, qui pourrait s'en inspirer pour attaquer Taïwan. Et de son côté, Moscou trace aussi ses lignes rouges. Ah, mais on vous a retrouvé, Fabienne. Et justement, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en fait partie, une menace inacceptable, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Dans le Financial Times, un proche de Poutine va plus loin. L'oligarque Konstantin Malofeyev estime que la Russie aura d'autres exigences avant toute négociation. La fin des frappes ukrainiennes en territoire russe, le retrait de Zelensky de la présidence, mais oui, et l'élargissement des discussions à d'autres sujets de sécurité, à d'autres crises dans le monde. Un moyen comme un autre de faire monter les enchères et de renforcer la position de Moscou. Pendant ce temps, l'armée russe continue à progresser en Ukraine à un rythme inédit depuis mars 2022. Franck Maddevant tous les soirs dans Un jour dans le monde, le plus souvent avec un double de sa chronique, mais des fois non. À demain, merci beaucoup. Voici des nouvelles d'Amérique, comme chaque mardi. Hélène au pays des 50 États avec Hélène Chevalier. France Inter. We are Americans. Cette semaine, Hélène, un mois après l'élection de Donald Trump, on prend des nouvelles d'un démocrate. Comment il digère la défaite? Il s'appelle Duilio et il est artiste. Oui, l'élégant sexagénaire est spécialisé dans l'éclairage de bâtiments. Je l'ai rencontré à la bibliothèque de mon quartier. Moi, j'étais au rayon des romans graphiques et lui cherchait des ouvrages en français. Il m'a entendu parler avec mon fils et m'a demandé de l'aide. Autant vous dire que c'était vite fait car le rayon littérature française doit se résumer à 10 livres. Mais on a engagé la conversation, notamment sur les résultats de l'élection. Duilio a fait du porte-à-porte pour le Parti démocrate en Pennsylvanie pendant la campagne. Comme beaucoup, il vit assez mal la défaite, mais a une technique, vous allez voir, pour que ce soit moins douloureux. Il m'a donné rendez-vous quelques jours plus tard en bas de son immeuble, au nord-est de Washington. Il avait quelque chose à me montrer. Comment ça va? Oui, bien, et vous? Très bien, merci. Alors, je voulais vous montrer un projet à moi. Duilio m'emmène dans un parc qui jouxte sa résidence et me montre des lampadaires sur lesquels des filtres colorés ont été ajoutés. Ça fait des ombres, parce que ça, c'est un parc d'enfants. C'est des ombres colorées et ça atténue la lumière de la nuit. Lampadaires. C'est beaucoup trop. Ouais, non, mais c'est là, surenchère sur la lumière comme mécanisme de sécurité. Parce que ça, c'est la chose que j'ai appris en France, l'éclairage. En route pour son appartement, il m'explique que marié à une Française, il a vécu à Paris pendant 12 ans. On a même travaillé tous les deux au même endroit. En plus, j'ai travaillé sur des projets d'éclairage à la maison de la radio. C'est ça qui est extraordinaire. Ah ouais, RFI, RFO, France Inter. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Qu'est-ce que vous écoutez? La radio France Culture. Par exemple, pour entendre Christine O'Krent. Mais c'est tout nouveau. Car ce qu'il s'est passé il y a un mois a changé sa façon de s'informer. Fini les radios et télé américaines. Et c'est tellement dur de continuer à être exposé à tout ça que j'ai décidé d'utiliser la radio française comme un filtre de ce qui se passe ici. J'ai décidé de ne pas me heurter avec la réalité politique du pays directement. Je choisis de m'heurter par Christine O'Krent. Okay, elle me le dit ça, au lieu que ça soit Morning Joe. This is not only bad for the United States of America, it's bad for Donald Trump. Au-delà des nominations quotidiennes de la future administration, Duilio a aussi du mal à digérer la rencontre du présentateur vedette de la chaîne NBC, Joe Scarborough, avec Donald Trump, quelques jours après sa victoire. Donc je trouve qu'il y a un manque d'éthique dans la plupart des journalistes, pas tous.
Son amour de la radio, il le tient aussi de sa mère, comédienne sur les ondes. D'origine cubaine, elle s'est exilée au Venezuela. C'est là qu'il est né et a vécu pendant une vingtaine d'années avant de partir faire ses études à New York. Et tout ce qui se passe ici lui rappelle un régime qu'il connaît trop bien. Donc je sais qu'est-ce que c'est la perte de la démocratie par redéploiement des forces d'un judiciaire, des façons de faire que le judiciaire voit seulement dans une direction. Et voilà, ça commence la descente en enfer. Ça s'est passé au Venezuela comme ça. Vous voyez les médias qui commencent à agenouillé en face du pouvoir. Ça n'a pas été inventé par Chavez. C'est tout un carnet de route connu. Moi, je fais depuis toujours, je dessine. L'artiste aux multiples talents me montre ses travaux en cours. Magnifique. Merci. Alors, Un triptyque inspiré de la civilisation précolombienne. Dans sa petite cuisine, il imprime aussi en 3D des objets miniatures pour une entreprise mexicaine. On parle justement des menaces de droits de douane, des déportations de masse et de la dérégulation. C'est président élu, non ? Élu. Depuis le début de cet entretien, ça fait 1 heure, vous n'avez pas prononcé son nom du candidat républicain. Oui, tout à fait. C'est pas possible ? C'est pas possible. Vous voyez la peur déjà installée ? Avec le recul, il en veut à Joe Biden de ne pas avoir organisé sa succession, un mauvais général selon ce passionné de stratégie militaire qui file sa métaphore jusqu'au choix de Kamala Harris. Ça, c'est une erreur, une tactique importante. Pas connaître les hommes, nous sommes comme ça. Et on a peur des femmes. On peut être des imbéciles incroyables, nous les hommes, parce que elle est brillante, mais c'était pas le moment. Historiquement, c'était pas le moment. Pessimiste sur son pays d'adoption, il n'envisage pas pour autant de le quitter. Et la radio française sont les ailes qui me permettent d'aller ailleurs. Et depuis la France, regarder le monde. Je pense que c'est un échappatoire poétique. Je laisse Duilio sur ces jolis mots et en bonne compagnie, Christine Ockrent l'attend. Au soubresaut de la vie politique américaine. Nous aussi, on aime bien Christine Ockrent et France Culture. J'espère que vous avez quand même déplacé un peu le bouton vers Un jour dans le monde. À mardi prochain, Hélène.